pas un traître. Je suis un patriote, fatigué de voir son sang couler pour des comptes bancaires à l'étranger. Ce que je vais vous dire aujourd'hui est le secret le plus lourd de ma carrière. Si mes supérieurs apprennent que je parle, ils me feront disparaître comme tant d'autres. On vous parle de souveraineté à la télévision, on vous parle de défense de la patrie dans les discours officiels. Mais la réalité que j'ai vécue est une insulte à chaque soldat qui tombe au front. Pendant plus de 6 mois, j'étais le chauffeur personnel d'un haut gradé à Goma. Un homme dont le nom fait trembler les colonels. Chaque mardi, à 2 heures du matin, le rituel était le même. On ne prenait pas les jeeps militaires immatriculés. On utilisait une voiture civile banalisée, aux vitres teintées noires. On quittait la résidence discrètement, sans escorte, pour ne pas attirer l'attention. Direction la frontière, vers la zone qu'on appelle la petite barrière. Ce que les Congolais doivent savoir, c'est que la frontière n'existe pas pour les chefs. À cette heure-là, les gardes congolais savaient qu'ils devaient regarder ailleurs. Mais le plus incroyable, c'est que de l'autre côté, les militaires rwandais nous attendaient. Pas avec des fusils, mais avec des salutations respectueuses. On traversait comme si on entrait dans notre propre jardin. Mon général descendait de la voiture avec une mallette en cuir noir. Il entrait dans une villa discrète, située juste après la frontière, à Gisenyi. Je restais dans la voiture, à fumer, pour calmer mes nerfs. Je voyais des officiers rwandais sortir de cette maison en riant avec lui. Ils ne se battaient pas, ils planifiaient. Ils s'échangeaient des dossiers et des cartes géographiques. Une fois, j'ai dû entrer pour lui apporter son téléphone qu'il avait oublié sur le siège. J'ai entendu une phrase qui restera gravée dans mon cerveau pour toujours. Le général rwandais disait à mon chef que la zone de Rutshuru devait rester grise. Il disait que si l'armée congolaise avançait trop vite, cela briserait leurs accords miniers. Mon général a répondu qu'il allait ordonner un repli tactique, le lendemain. Il a promis que les troupes manqueraient de munitions au moment crucial. Le lendemain, j'ai vu les rapports officiels parler d'une attaque surprise de l'ennemi. J'ai vu les corps de mes frères d'armes revenir dans des camions bâchés. Ils n'avaient aucune chance, car leur propre chef avait vendu leur position la veille. Ce n'était pas de la malchance, c'était un assassinat organisé. Chaque voyage au Rwanda me rapportait une prime de 500 $. C'est le prix de mon silence et de ma complicité. Mais chaque dollar me brûlait les mains comme du charbon ardent. Je voyais mon général acheter des concessions à Kinshasa et des appartements à Bruxelles. Pendant ce temps, mes hommes au front mangeaient du maïs grillé une fois par jour. Les chaussures de nos soldats sont trouées, mais les chaussures de ville de nos généraux coûtent le salaire annuel d'un sergent. La rivalité entre les chefs d'Agoma est une comédie. Ils font semblant de se disputer pour le commandement des opérations. Mais en réalité, ils se battent pour savoir qui aura le plus gros contrat avec les acheteurs de l'autre côté. La guerre à l'Est est une immense machine à laver l'argent sale. Ils n'ont aucun intérêt à ce que la guerre se termine. Si la paix revient, ils deviennent des officiers ordinaires, sans budget de souveraineté. Si la paix revient, les commissions occultes s'arrêtent. Alors, ils créent des incidents, ils alimentent les tensions. Ils envoient des unités d'élite dans des embuscades préparées pour éliminer les officiers trop patriotes. J'ai vu des capitaines courageux se faire tuer par des tirs venant de derrière. On disait que c'était des balles perdues, mais nous savions la vérité. Ils étaient devenus gênants, car ils commençaient à comprendre le jeu. Une nuit, nous avons transporté 3 ressortissants étrangers, qui ne parlaient pas nos langues. Ils avaient des équipements de communication ultra sophistiqués. Mon général les a installés dans une zone contrôlée par les rebelles. Il leur a donné les fréquences radio de notre propre état-major. Il m'a regardé dans le rétroviseur et m'a dit que si je parlais, ma famille serait exécutée. Je suis resté silencieux pendant des mois en voyant le pays se vider de son sang. Mais je ne peux plus dormir. Le cri des veuves de mes camarades me réveille chaque nuit. Le peuple congolais doit comprendre que l'ennemi n'est pas seulement en face. L'ennemi porte parfois les mêmes galons que nous. L'ennemi s'assoit dans les conseils de sécurité à Kinshasa. Ils utilisent la souffrance du peuple comme un fonds de commerce. Ils pleurent devant les caméras et trinquent au champagne une fois les portes fermées. J'ai vu des livraisons d'armes destinées à nos troupes être détournées vers des caches secrètes. Ces armes sont ensuite vendues aux milices que nous sommes censés combattre. C'est un cercle vicieux où le sang est transformé en or. On nous envoie au Rwanda pour recevoir des instructions sur la durée des combats. On nous dit quand attaquer et quand échouer. Tout est scripté comme un film de cinéma, dont le peuple est le spectateur victime. Si vous saviez combien de fois les généraux des 2 pays se sont rencontrés pour dîner, pendant que les bombes tombèrent sur Saké, vous perdriez tout espoir en l'humanité. Ils se partagent les zones d'influence, comme on partage un gâteau d'anniversaire. Toi, tu prends cette mine de tourmaline, et moi, je garde la route de transport. Voilà la réalité de la guerre à l'Est. Ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre de gestion de ressources. Le soldat au front est un pion qu'on sacrifie pour protéger le roi. Et les rois sont les généraux qui collaborent avec ceux qu'ils appellent officiellement agresseurs.
Je sais que mon témoignage va déranger au plus haut niveau. Ils vont dire que je suis un fou ou un agent de l'étranger. Mais la vérité est là, dans les cimetières militaires de Goma. La vérité est dans les comptes bancaires offshore de ces officiers millionnaires. Demandez-leur pourquoi leurs enfants étudient tous à l'étranger avec l'argent de la guerre. Demandez-leur pourquoi ils ne dorment jamais dans les tranchées avec leurs hommes. Je termine ce message en disant aux jeunes militaires de rester vigilants. Ne suivez pas aveuglément des ordres qui ressemblent à des suicides. Aimez la patrie plus que vos chefs, car vos chefs ont déjà vendu la patrie. Le Congo ne tombera pas à cause de la force de l'ennemi. Le Congo souffre à cause de la trahison de ses propres fils en uniforme. Chaque semaine, j'allais au Rwanda pour préparer le chaos du lendemain. Aujourd'hui, je vais vers la lumière pour dénoncer l'ombre. Que l'histoire soit témoin que j'ai tenté de briser la chaîne du silence. Le sang des innocents crie vengeance, et la vérité finira par triompher. Dieu protège les vrais soldats du Congo. Dieu protège le peuple qui souffre dans les camps de déplacés. Ceci est ma confession, et peut-être ma dernière parole officielle. Fin de transmission pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. La vérité est amère, mais elle est la seule voie vers la liberté. Les généraux ne sont pas des dieux, ce sont des hommes qui devront rendre des comptes. Un jour ou l'autre, la justice passera par ici. Et ce jour-là, les mallettes en cuir ne suffiront pas à acheter le pardon du peuple. La patrie ou la mort. Nous vaincrons, mais seulement si nous nettoyons la maison de l'intérieur. Fermez les portes et surveillez les frontières du cœur avant celles du sol. La trahison est un poison qui se boit en silence, dans les villas de Gisenyi. Mais le réveil du lion sera terrible pour les traîtres à la nation.